Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Astroval, l'association d'astronomie de la vallée de Joux. Bonne conférence. Alors, bien. Alors, bonjour à toutes et à tous pour cette dernière conférence de cette année. Année un peu chahutée, c'est le moins qu'on puisse dire. J'espère que l'année prochaine, ça sera un tout petit peu plus calme. C'est pas évident, mais bon, on verra. Alors là, cette fois-ci, avant de faire la synthèse des 10 précédentes conférences où là, j'ai conscience de vous avoir laissé un petit peu avec des énormes points d'interrogation un peu partout. Vous allez voir que les choses vont commencer à s'éclairer un petit peu quand on va reprendre les différents points, les différents éléments, et on va essayer d'apporter les réponses. Disons que ce n'est pas moi d'ailleurs qui vais les apporter, c'est tout un certain nombre de grands savants, certains qui ont malheureusement sont disparus depuis quelques années. Je pense à John Wheeler qui est mort au début des années 2000, c'est dommage, c'était un très 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 grand physicien. Et d'autres qui sont encore vivants et qui s'interrogent et qui ont une solution à proposer sur notre réalité et qui sort complètement du monde de la mécanique quantique et de la relativité, et on passe un peu dans une nouvelle science, dans une nouvelle théorie, dans une nouvelle façon de voir le monde, dont vous n'avez pas du tout l'habitude de penser le monde comme ça. Donc c'est un peu à ça que je voulais arriver. Mais avant, j'ai relevé sur le site, un site que j'aime bien, c'est le site de la NASA, une photo de la planète Mars. Alors, je voudrais vous expliquer un petit peu ce que c'est et les explications qui en ont été données. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on voit des petites boules comme ça qui ressemblent un peu à des fossiles, parce qu'elles ressemblent vraiment à un fossile. La planète Mars, le sol de la planète Mars en est truffé, il y en a partout. Mais c'est des toutes petites choses. D'habitude, ça fait quelques millimètres, voire 1 centimètre maximum, alors que là, on est plutôt dans des tailles de 4 à 5 centimètres, ce qui est assez étrange. Et ici, vous avez, c'est la même famille que ça, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu une plante fossilisée. Explication des gens de la NASA, des Japonais, un peu tout le monde. On aimerait bien que ça soit des fossiles parce que ça serait génial. Ça permettrait d'avoir la preuve enfin qu'il y a eu jadis une vie sur Mars. Mais ces concrétions pouvant s'expliquer par d'autres phénomènes géologiques de calcification un peu régulières, on va a priori privilégier ça et surtout ne pas parler de fossiles. Parce que s'il y avait des fossiles, ça remettrait notre approche de la vie possible sur Mars. Parce que si c'était le cas, on se serait complètement trompé sur le type de vie et le mode de vie sur Mars. Donc, admirez bien le jonglage. On ne veut pas reconnaître que ce sont des fossiles parce que sinon, on s'est trompé. Un tout petit peu gênant. Et puis, la deuxième chose, c'est de dire, alors ça serait la forme épanouie de ce fossile-là, ça serait un fossile dans une phase plus évoluée. Alors moi, il y a des choses qui me titillaient, donc j'ai appelé un de mes copains à l'Institut d'astrophysique et je lui ai posé la question, je lui ai demandé, tu as vu la photo? Il m'a dit, ouais. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Il m'a dit, ce sont tous des ânes. Pourquoi? Parce que si c'était des fossiles à la surface de Mars, sachant que le sable est d'un pouvoir corrosif extraordinaire, il n'y aurait plus rien, on n'aurait plus que des petits grains de sable comme ça. Parce que si c'est des fossiles qui ont plusieurs milliards d'années à la surface de Mars, avec un sable corrosif, c'est juste impossible. Et encore à plus forte raison pour une structure comme ça qui présente énormément d'aspérité, d'angle, enfin bon, ça aurait dû disparaître depuis longtemps. Donc ça ne peut être que récent. Oui, mais si c'est récent, c'est un problème. Si c'est récent, l'eau avait déjà disparu. Alors, il y a bien quelques personnes qui ont émis l'idée saugrenue, vous allez reconnaître, c'est tout à fait saugrenu, que ça serait peut-être une forme de vie sur Mars.
mais une forme de vie dont on n'a pas l'habitude. Pas une forme de vie avec l'ADN, pas une forme de vie avec du carbone, une forme de vie à base de minéralisation complète. Alors, ces gens-là, bien sûr, on leur a dit non, arrêtez les gars, arrêtez la vodka, c'est nuisible à votre santé, ça ne peut pas marcher. Mais ça reste une grosse question. Ça ne peut pas être des fossiles, bon, admettons, mais pourquoi c'est encore présent, ces structures sont présentes à la surface de Mars alors que la corrosion est telle qu'en l'espace de 15 jours, il n'y a plus rien, ça redevient de la poussière? Pourquoi le sol de Mars en est tapissé partout? C'est normalement strictement impossible du point de vue hydrodynamique des vents et des sables, c'est pas possible. Or, ça existe. Donc voilà, donc c'est tout. C'est juste comme ça, je vous laisse rêver avec cette photo. Moi, j'ai trouvé ça très amusant. Et très amusant surtout le refus d'admettre qu'il y a quelque chose de différent de ce que l'on connaît sur Terre. Autrement dit, être amené à repenser différemment de notre mode de pensée séculaire. Est-ce que c'est mobile? Non, c'est comme des cailloux posés sur le sol, a priori. Est-ce que c'est mobile? Non, on ne le voit pas, mais ce sont des photos. Alors, vous savez, sur des photos, le mouvement, c'est un peu difficile à voir. Oui. Les stries sont les gens qui traversent? Oui, tout à fait. Les stries ici, si on le prend à plus grosse altitude, moi j'ai une photo à plus grande altitude, je n'ai pas amené ici, c'est dommage, mais ça, c'est les résultats, c'est les petites ondulations dues au vent. Le sablage des murs, si on fait un sablage de ces choses-là. Si on fait un sablage, là c'est ce qui se passe, hein, le fait que vous ayez des stries et des vents, c'est un sablage, normalement ça ne résiste pas ça. Et pourtant, ça y est. Donc on ne sait pas. Mais reconnaître qu'on ne sait pas, c'est déjà ouvrir une brèche dans notre mode de pensée, dans notre façon de penser. Et ça, c'est embêtant. Le rover ne peut pas aller voir. Alors, les rovers ont été voir. Ils ont pris des photos. Non. Ils n'ont pas eu le droit. Ah ben ça, allez demander aux gens de la NASA, allez demander aux Chinois. La sonde chinoise qui s'est posée a vu la même chose. Ils n'ont pas eu le droit de prélever quelque chose et d'analyser. Pourquoi? J'en sais rien. Ils n'ont pas eu le droit. C'est dommage, on est d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Ils ont eu le droit de prendre des photos. Il y a plein de photos comme ça. Celle-là, c'est la plus belle, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres parce que si vous regardez bien, on revoit, il y a d'autres petites boules comme ça. Là, il n'y en a pas beaucoup ici, mais si vous en avez une encore là, vous en avez une ici. Et puis, sur la photo un peu plus grande, il y en a 2 ou 3 beaucoup plus petites à côté. Mais oui, si, il y a des photos. Qui donne le droit? L'organisme spatial qui lui-même est piloté par ceux qui payent. Pas forcément. Non, les Chinois ont leur propre mode de financement. Les Chinois ont pris une photo similaire à celle-là. C'est exactement la même photo. On peut quasiment les superposer. Non. Apparemment, ça dérange l'humanité. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est étrange. Donc, c'est à suivre, simplement. Voilà, c'est tout. C'est une croissance géologique, ça jeune personne. Oui, mais je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont peur qu'on tombe sur une forme de vie qui n'a rien à voir avec l'ADN, qui n'a rien à voir avec l'ARN, qui n'a rien à voir avec les chaînes carbonées, qui n'a rien à voir même peut-être avec les chaînes d'acides aminés, qui est une autre forme de vie? Ça voudrait dire que sur Terre, on pourrait éventuellement avoir des formes de vie minérale. Non, attendez, où va-t-on là? Le droit de la vie au rocher, non mais c'est bon, non mais c'est tout, ça interroge notre mode de pensée profond. L'humanité en tant qu'espèce supérieure, espèce unique à penser. Voilà. Bon, donc je m'arrête là pour cette photo et je passe dans ce que l'on va voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'espace, de temps et de matière, et je vais essayer de reconstruire un petit peu sur les ruines de ce que j'ai laissé dans les précédentes conférences. Parce que dans les précédentes conférences, je vous ai dit, finalement, l'espace, c'est une substance, mais on ne sait pas trop ce que c'est. La matière, est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est une fonction mathématique? On ne sait pas trop. Le temps, voilà, je rentre dans la très longue lignée d'innombrables savants et scientifiques et philosophes qui se sont interrogés sur le temps.
sans pouvoir apporter le moindre début de commencement de réponse. Et on va essayer de reconstruire quelque chose de cohérent sur cet espace, ce temps, cette matière. Alors, je vous arrête tout de suite. On ne donnera pas la solution. D'abord, je pense qu'elle n'existe pas, mais on n'essaiera même pas de donner une solution complète. Simplement, on va essayer de reconstruire une façon d'appréhender notre monde. Donc d'abord, pour les physiciens actuels, ceux qui sont chargés de faire des études théoriques, donc des études vraiment très fondamentales, la question pour eux, c'est quelle est la nature des éléments constitutifs de notre réalité? Alors, ces éléments constitutifs de notre réalité, c'est la matière, le vide-espace, les charges électriques et bien sûr le temps. Parce que si on n'a pas de temps, on n'a pas de dynamique, on n'a pas de mouvement, on n'a pas de changement d'état, c'est quelque chose de figé, on a une photo, mais ça, c'est toujours un peu dérangeant. Cette question-là, pour eux, on peut la décomposer en plusieurs éléments. Une première question simple, enfin en apparence, qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que les charges électriques? Que sont les champs électromagnétiques qui sont induits par ces charges électriques? Une charge électrique qui bouge, qui va faire des allers-retours, va créer un champ électromagnétique, va créer une onde électromagnétique, dont la lumière, qui est une onde électromagnétique. Qu'est-ce que le vide? On a dit que c'était une substance. Oui, mais il faut peut-être aller un peu plus loin que ça. Une substance, quelle substance? De quoi parle-t-on? L'espace est-il réel? C'est-à-dire, est-ce que nos perceptions, nos sens ne nous trompent-ils pas en disant que en fait, tout ce qui est autour de nous n'est qu'une sombre illusion dans laquelle nous sommes enfermés? Un peu, on rejoindrait un petit peu là, le film Matrix, ce serait un petit peu ça. Est-ce que le monde n'est pas simplement une illusion sensorielle qui serait simplement dans le but de nous construire intérieurement, de construire simplement notre pensée, notre être spirituel, mais dans lequel le monde réel, le monde matériel n'aurait finalement qu'un intérêt second. Bon, c'est une question que certains scientifiques sont posés. J'ai lu ça récemment là, pendant ces 15 jours d'interruption. Là, j'ai lu un livre d'un scientifique qui a écrit une chose pareille. Que sont les champs non électromagnétiques? Par exemple, les ondes gravitationnelles. Qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles? Et puis, dans la même lignée, qu'est-ce que représente l'onde associée aux particules, l'onde dite de De Broglie, cette onde associée, cette onde qui permet d'expliquer facilement les interférences créées par des jets de particules? Quel lien unit toutes ces grandeurs? Est-ce que toutes ces grandeurs, matière, charge électrique, etc., ne sont pas finalement quelque chose qui provient d'une même, qui sont issus d'une même grandeur originelle? Est-ce qu'en fait, on n'est pas tous simplement, toute notre réalité n'est pas simplement différents aspects d'une même grandeur dans lequel nous serions nous-mêmes faits, ce qui recréerait une unicité globale entre la matière inerte, le vivant, et tout ça, ça ne serait finalement qu'une seule et même chose, qu'un seul et même objet. Et comment se situe le temps au milieu de ces grandeurs? Pourquoi existe-t-il un temps? Alors, vous allez me dire, bah oui, mais s'il existe le temps, c'est simplement parce que le temps, c'est la traduction, c'est la conséquence de changement d'état, donc du mouvement. Est-ce que le temps, c'est vraiment cette conséquence? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a du temps qu'il y a effectivement des changements d'état, des mouvements? Quel est celui qui est la cause de l'autre? Est-ce que c'est le temps qui est la cause du mouvement ou du changement d'état? Ou est-ce que c'est notre perception du changement d'état qui nous fait croire à l'existence d'un temps? Ce n'est pas évident, ni dans un sens, ni dans l'autre. Bon, pour répondre à ces questions, c'est clair, tout le monde est d'accord là-dessus. Répondre à toutes les questions, dans l'état de notre pauvre connaissance intellectuelle, c'est juste impossible. On ne peut pas apporter une réponse valable et cohérente à l'ensemble de ces questions. Personne ne le sait aujourd'hui, personne n'en est capable. On n'a pas du tout les éléments suffisants pour même proposer quelque chose.
On a des éléments pour proposer quelques réponses sur certaines de ces questions, ça oui, mais sur la totalité d'entre elles, non, pas encore aujourd'hui. Alors, commençons par l'espace. L'espace et le vide. Donc, on va regarder l'espace relativiste et l'espace quantique, puisque c'est les deux seules théories que l'on a à notre disposition, les deux seules théories qui manifestement présentent quand même quelques caractéristiques de vraisemblance, quelques caractéristiques de vérité, puisqu'elles sont capables de décrire de très nombreux phénomènes. Donc, il doit y avoir quelques éléments de vrai dans ces deux théories. Elles sont certainement fausses parce que toute théorie a une durée de vie finie et seront remplacées un jour ou l'autre par autre chose, mais elles comportent certainement des éléments de vérité toutes les deux. Donc, qu'est-ce que ces deux théories nous disent sur l'espace et le vide-espace? Alors déjà, les deux théories s'accordent à dire que le vide en tant que néant n'existe pas. C'est une aberration. On ne peut pas dire que le vide, c'est l'absence de tout. Ça, mécanique quantique et relativité sont d'accord, ce n'est pas possible. Le vide, c'est nécessairement quelque chose de substantiel. Pour la relativité, la courbure de l'espace-temps est bien la preuve matérielle qu'effectivement le vide est une substance. Et pour la mécanique quantique, le fait qu'on soit capable d'extraire des particules de vide montre qu'également le vide doit être quelque chose. Donc dans les deux cas, ce n'est pas la même raison, mais la conclusion est la même, le vide est bien quelque chose qui est rempli, et le vide est une substance. Alors maintenant, est-ce que c'est le vide qui est rempli d'une substance ou est-ce que c'est la substance qui nous donne cette apparence d'espace et de vide? C'est plutôt dans ce sens-là, dans ce deuxième sens, que les physiciens se dirigent, en disant on a la sensation d'espace, on a la sensation de vide, uniquement parce qu'on a cette sensation indirecte de cette substance qui nous entoure. C'est cette substance qui nous donne cet aspect, cette perception d'espace et de vide, mais en fait, c'est vraiment complètement piloté par cette substance. Donc l'espace n'est qu'une conséquence, on va dire, de perception de l'existence de cette substance vide. Maintenant, aussi bien pour la relativité que pour la mécanique quantique, ce vide, a priori, si on le considère, on va en dehors de la Terre, on va assez loin des planètes et des étoiles, si on se trouve dans le vide interstellaire, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc on est tenté, a priori, de dire, et c'est ce que les scientifiques font, le vide est d'énergie moyenne nulle. Pourquoi? Parce qu'il ne se passe rien. S'il ne s'y passe rien, c'est qu'a priori, son énergie moyenne est nulle. Alors bien sûr, il peut de temps en temps surgir des particules. Mais ces particules vont créer une espèce de fluctuation, une espèce de remous local, mais c'est un remous local par rapport à un état de repos. Donc on va dire, et on va statuer de façon conventionnelle, arbitraire, que le vide est d'énergie moyenne nulle. Et toutes les énergies qui vont être mesurées sur Terre, l'énergie d'une voiture, votre énergie, l'énergie de je ne sais pas trop quoi, n'importe quoi, ça va être mesuré par rapport à cette énergie moyenne du vide que l'on va prendre égale à 0. Mais ça, c'est une convention. C'est un choix arbitraire. Exactement comme lorsqu'on construit un système d'unités de mesure, on va construire des unités à partir de conventions. On va dire qu'une certaine longueur est 1 mètre. Pourquoi? Parce qu'on a envie que ça soit comme ça. Ça pourrait être plus petit, ça pourrait être plus grand. On a dit, bah ça sera 1 mètre. Et puis, c'est tout, c'est un choix. Oui. Est-ce que certains pensent que la matière est une autre forme du vide? On va y arriver. Alors, pour dire que la matière est une autre forme du vide, la réponse est oui pour 90% des scientifiques, au moins ceux que j'ai interrogés, à peu près tout le monde est d'accord, pas avec la même forme de réponse,
Mais sur le fond, oui. Et on va y revenir, on y arrive doucement. On va arriver à ça. Donc, effectivement, cette énergie, elle pourrait être quoi, l'énergie du vide? Elle pourrait être infinie à la limite. Ça ne change pas. Si elle est infinie, ça ne nous dérange pas parce que nous, qu'est-ce que l'on mesure finalement? On ne mesure que des fluctuations, on ne mesure que des variations par rapport à cette énergie du vide que l'on prend comme référence zéro. Et heureusement, parce que si on prenait l'énergie absolue du vide dans nos calculs, pour peu que cette énergie du vide soit infinie, on n'aurait que des infinis partout et les mathématiques s'arrêtant, on ne saurait plus rien calculer. Donc, prendre l'énergie du vide comme référence zéro, ça nous arrange, ça s'appelle une normalisation de jauge. Si vous entendez ça de temps en temps, c'est une normalisation de jauge. Ça vous permet de sortir d'un marasme mathématique insoutenable. Et ça permet de faire des calculs et d'avancer et de développer des technologies par rapport à cette énergie de repos du vide. Et ça marche bien. Alors, la mécanique quantique dit la matière peut surgir du vide. Ben, non seulement elle peut surgir du vide, mais si on prend l'hypothèse du Big Bang comme vraie, toute la matière qui nous entoure, notre matière y compris, vient du vide, a été extraite du vide. Nous sommes tous des êtres de matière extraits du vide. Donc, quelque part, si ce vide est effectivement bien une substance, nous sommes tous des éléments de cette substance. Alors, pourquoi est-ce que la matière est différente de cette substance vide que l'on ne perçoit pas? Non seulement on ne l'aperçoit pas, mais on n'est pas capable de la mettre en évidence, autrement que par la courbure de l'espace-temps, que par les mesures qui ont été faites par le satellite Gravity B pour mesurer effectivement la courbure de cet espace-temps autour de la Terre qui tourne. Bon, on a de multiples preuves de cette existence, mais on ne la perçoit pas directement. On a des preuves indirectes de son existence. Mais la matière, on la voit. Et la substance vide, on ne la voit pas. Donc, si la matière, c'est de la substance vide qui était extraite d'une façon particulière, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à la substance vide? L'explication commune acceptée actuellement par de plus en plus de scientifiques, c'est de dire c'est le mouvement. La substance vide qui a été arrachée de ce vide pour donner des particules, c'est en fait une substance qui a été arrachée sous forme de tourbillon. Donc la matière, les particules, ce seraient des tourbillons. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on voit ces tourbillons et pourquoi est-ce que l'on ne voit pas la substance vide? La réponse, c'est de dire la substance qui est en tourbillon, quelque part, elle pourrait éventuellement avoir une vitesse suffisante pour que, alors ça c'est ce que dit Wheeler, pour que ce tourbillon se vide à l'intérieur, un petit peu comme une tornade, quand ça tourne très vite, vous avez un œil à l'intérieur de la tornade, et cet œil à l'intérieur de la tornade, cet œil à l'intérieur du tourbillon de substance, se viderait de la substance vide pour faire apparaître alors là je vous le dis sous son couvert, parce que c'est lui qui le dit, pour faire apparaître à l'intérieur ce qu'il appelle un sub-éther, quelque chose d'autre, une seconde matière encore plus fondamentale que la substance vide, et qui, elle, créerait la notion de matière telle qu'on la voit, puisque à ce moment-là, on ne pourrait pas la pénétrer, la lumière se reflèterait dessus, et donc elle deviendrait perceptible. Ça, c'est son interprétation. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Mais par contre, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la matière dans les particules, c'est de la substance vide avec un mouvement tourbillonnaire. Ça, tout le monde est à peu près d'accord. Maintenant, comment cette matière en mouvement va-t-elle interpréter, va-t-elle générer l'ensemble des caractéristiques de la matière, c'est-à-dire essentiellement le spin et la masse? Ça, c'est un peu différent. Le spin, si, ça c'est compréhensible. Si effectivement il y a une rotation, ça peut se comprendre. Sauf que le spin, c'est pas quelque chose qui tourne, parce qu'on a vu que on sait
les physiciens savent que le spin ne peut pas se décrire simplement sous forme de rotation d'une particule, ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant. Alors, un certain nombre de scientifiques disent oui, mais s'il y a un tourbillon, il faut bien que quelque part, ce tourbillon aille quelque part. Et là, un certain nombre de physiciens, encore en vie actuellement, disent, en fait, c'est bien un tourbillon de cette substance, mais ce tourbillon de cette substance, il va dans une quatrième dimension spatiale que nous ne percevons pas. Et c'est pour ça que le spin, on ne peut pas le décrire comme une simple rotation d'un tourbillon, parce que c'est une rotation d'un tourbillon qui met en jeu une quatrième dimension spatiale que nous ne voyons pas. Et on se retrouve à ce moment-là avec un espace qui n'a pas trois dimensions spatiales plus le temps, mais 4 dimensions spatiales plus le temps. Ça, c'est un espace qui a été proposé par 2 physiciens dans les années 50, Kaluza et Klein, qui ont communiqué leur idée à Einstein. Einstein leur a dit c'est une très très bonne idée, continuez. Ils ont proposé à Einstein de faire un article commun et Einstein a dit non, ça ne vient pas de moi, je ne peux pas écrire un article commun. Bon, c'était Einstein, voilà, c'est tout. Il y a quelque chose qui est pervers, c'est le mouvement. Le passage d'un statut à un autre nécessite un mouvement. C'est une énergie. Que fait l'énergie dans ça? Alors, je répète pour ceux qui sont en ligne, l'espace et le mouvement traduit de l'énergie. Que devient le mouvement dans tout ça? Alors, la matière, si elle a une masse, elle a l'énergie. Ça, c'est le E égale mc2 d'Einstein. Les physiciens disent, si la substance vide se met à tourner et à communiquer avec cette 5e dimension, donc cette 4e dimension spatiale, 5e dimension de l'espace-temps, mais 4e dimension spatiale, ça résout la question, parce que s'il y a mouvement et peut-être un creux à l'intérieur, un vide à l'intérieur, quelque chose qui serait pas la substance, mais autre chose qu'on verrait derrière, à travers cette substance, à ce moment-là, la matière se comprend très bien. Elle se comprend d'autant mieux qu'effectivement, tout mouvement, c'est de l'énergie et qu'un mouvement tourbillonnaire va créer de l'énergie et le E égale mc2, à ce moment-là, se justifie parfaitement bien. Le spin se justifie bien. Il reste une question qu'on va voir tout à l'heure, mais je peux en parler maintenant, c'est la charge électrique. Et la charge électrique, les physiciens disent, mais non, c'est logique. S'il y a effectivement tourbillon avec communication dans l'espace-temps vers une 5e dimension, eh ben, la charge, c'est quoi? C'est soit une absorption de substance par la matière qui absorbe et qui recrache vers la 5e dimension, ou dans l'autre sens, quelque chose qui prend de la substance vide via cette 5e dimension et qui va la rejeter dans cet espace tridimensionnel qui pour nous, cet espace tridimensionnel qui est simplement une projection de l'espace réel. En fait, on ne serait que dans un cinéma, on verrait que sur un écran notre monde et le monde réel, on ne le verrait pas parce qu'il nous manque au moins une dimension spatiale que l'on ne perçoit pas. C'est la caverne de Platon, oui, tout à fait. On rejoint le mythe de la caverne de Platon en laissant les humains libres d'imaginer, de penser et de recréer par eux-mêmes, de faire l'effort de repenser et de recréer complètement la réalité. Donc, les philosophes grecs, finalement, seraient assez justes dans leur analyse. Donc, on rejoint, on fait la boucle et on revient vers le départ de la philosophie et des sciences. Donc, ça, c'est les idées actuelles. Et quand on y repense, effectivement, c'est assez cohérent. Alors, on va voir que certaines personnes y avaient déjà pensé. Dans les espaces, d'abord, on va parler d'espace et dimensions. On va revenir à l'espace et dimensions, on reviendra après sur les charges. La relativité générale d'Einstein, elle nécessite un espace quadridimensionnel. Einstein dit
pour que ma théorie soit bien comprise et pour qu'elle soit juste et pour qu'elle fasse des prédictions justes, il faut considérer absolument le temps comme une dimension spatiale. Alors, en général, quand on enseigne ça aux étudiants, on leur dit, bon, le temps, c'est une dimension spatiale. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire simplement qu'au lieu d'écrire les coordonnées d'une particule x, y, z, on va les écrire x, y, z, et puis ct, c'est la vitesse de lumière multipliée par le temps pour avoir l'homogénéité de distance, mais on va rajouter simplement une quatrième dimension spatiale. Et les étudiants disent, oui, mais ça sert à quoi? Ça permet de simplifier les calculs et de faire des calculs justes et des prévisions justes. C'est vrai, mais c'est totalement insuffisant. Si on s'arrête là, on n'a rien compris à la relativité. Rien. Le temps mis sous forme de dimension spatiale, c'est quelque chose de beaucoup plus important que ça. On va reprendre simplement la théorie de la mécanique newtonienne, et puis après, on va faire le saut pour la relativité. En mécanique newtonienne, on dit qu'il y a 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur. Et en général, on représente ces 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur, par des demi-droites, partant d'une même origine, un point O, et ces demi-droites sont toutes perpendiculaires les unes par rapport aux autres. Ça, même si on n'a pas fait de sciences, on a encore des souvenirs suffisants pour ça. Oui, mais si on rajoute le temps étant une dimension spatiale, doit être également orthogonal aux 3 autres dimensions. Ah oui, mais là, on ne sait plus représenter. Parce que si on a 3 dimensions spatiales et 3 axes, c'est complet. Représenter un 4e axe orthogonal aux 3 premiers, mathématiquement, ça ne pose pas de problème. Fabriquer une image mentale à partir de ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment avoir l'habitude de travailler ce genre d'image mentale pour commencer à voir à quoi ça peut représenter. Mais c'est très important. Parce qu'en relativité, qu'est-ce que l'on dit? En relativité, on dit plus la vitesse augmente et plus pour un observateur qui voit des phénomènes se passer très très vite devant lui, par exemple, s'il voit passer une fusée devant lui, plus la vitesse de la fusée augmente, plus il va avoir l'impression que la fusée rétrécit en longueur. Bien sûr, ce n'est qu'une impression, parce que la personne dans la fusée ne va pas se sentir écrasée complètement. Pour elle, ça ne change rien. Mais pour l'observateur, si. Pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que la vitesse de la lumière se déplace à une vitesse finie. Et que ce déplacement de la lumière à une vitesse finie fait que, effectivement, les distances ont tendance à avoir l'air de se rapetisser par rapport à un observateur qui regarde le phénomène de loin. Mais on peut voir la chose autrement aussi. Parce que la relativité générale, en prenant le temps comme 4e dimension spatiale, il va avoir une conséquence tout à fait surprenante. C'est quand on calcule la longueur d'un vecteur vitesse, en mécanique newtonienne, la longueur d'un vecteur vitesse, c'est Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré, et le tout, on prend la racine de. Donc, si on se déplace uniquement selon l'axe des x, c'est la longueur de la vitesse selon x. Mais si on garde cette voiture qui se déplace avec une vitesse selon l'axe x et que l'on raisonne en mécanique relativiste, c'est faux. En mécanique relativiste, quel que soit le véhicule, quelles que soient les conditions de mesure, quel que soit l'état de mouvement, la longueur du vecteur vitesse d'un objet est toujours égale à la longueur de la vitesse de la lumière. Ça veut dire que vous déplaciez par rapport à un observateur ou non, votre vitesse est toujours égale à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que là, vous êtes assis, je suis debout mais je ne bouge pas, nous sommes tous immobiles les uns par rapport aux autres. Selon la relativité générale, nous nous déplaçons tous avec un vecteur vitesse
identique qui est égale à la vitesse de la lumière. Franchement, ça ne nous dérange pas trop, on ne le ressent pas. Mais on se déplace à vitesse de la lumière. Mais si on se déplace à la vitesse de la lumière, comme on n'a pas de composant de vitesse selon l'axe X, l'axe Y ou l'axe Z, il est selon quel axe? L'axe temporel. Quand on est immobile, on se déplace à la vitesse de la lumière selon la direction de l'axe temporel. Et plus on bouge vite, et plus on réduit notre vitesse sur l'axe temporel. Alors, bien sûr, il faut quand même courir très vite pour réduire de façon notable sur l'axe temporel, parce qu'il faut aller à une vitesse à 80-90% de la vitesse de la lumière. Donc là, il faut vraiment courir très vite. Mais à ce moment-là, effectivement, une particule, par exemple, qui est accélérée dans un accélérateur, qui va se déplacer à 99,9% de la vitesse de la lumière, elle a une composante selon la dimension temporelle qui est très faible. On a simplement l'impression que le vecteur vitesse que l'on observe, c'est simplement la projection du vecteur vitesse vrai dans notre espace tridimensionnel. Quand nous sommes au repos, le vecteur vitesse il est dirigé vers le temps, donc la projection sur les trois autres axes orthonormés, donc perpendiculaires, donne 0, il y en a un point. Donc effectivement, nous sommes au repos, c'est bien ce qu'on constate. Et dès qu'on commence à se déplacer, le vecteur vitesse, il tourne un tout petit peu, il s'écarte un petit peu la direction t. Et à ce moment-là, on voit apparaître un vecteur vitesse que l'on mesure bien dans notre espace tridimensionnel. Donc, ça change déjà notre perception. Ça veut dire que nous ne sommes jamais au repos. Nous sommes toujours en mouvement. Et pourquoi nous sommes en mouvement vers cette dimension temporelle? Vers quoi on court? Pourquoi est-ce qu'on court tous dans la direction de l'espace temporel, la dimension temporelle? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette dimension temporelle? Cette dimension temporelle, elle a visiblement quelque chose à voir avec les trois autres dimensions spatiales. Si tant est qu'il n'y en a que trois, il y en a peut-être quatre, puisqu'on a vu qu'avec la matière, il y en aurait peut-être une quatrième. Mais quel est le rapport, quel est le lien entre la dimension temporelle et les dimensions spatiales? Einstein a dit et a écrit plusieurs fois, jusqu'à la fin de sa vie, il ne faut pas faire de distinction entre dimension temporelle et dimension spatiale. Elles sont de même nature. Personne ne sait s'il a raison ou pas dans cette affirmation, mais s'il a raison, si elles sont de même nature, ça veut dire que notre espace doit se décrire non pas en termes d'un espace tridimensionnel, mais au minimum quadridimensionnel et probablement, d'après ce que tout le monde pense maintenant, c'est plutôt pentadimensionnel, c'est-à-dire 4 dimensions spatiales et une dimension temporelle, au minimum. Les gens des cordes vous diront vous êtes loin du compte, il en faut au moins 11 ou 23. Donc, on va laisser tomber ça pour l'instant. On va rester beaucoup plus modeste. On va se contenter de 5 dimensions, ce qui est déjà pas mal. Si tel est le cas, pourquoi se déplacerait-on tous vers cette dimension temporelle? Revenons au moment du Big Bang. Au moment du Big Bang, l'espace est né. Et tout le monde pense que le temps tel qu'on le perçoit est né. Alors bien sûr, le Big Bang, point d'origine de tout, personne n'y croit plus actuellement. Ce n'est pas possible parce que ça fait un point de discontinuité, ça fait des valeurs infinies au départ, c'est impossible. Donc tout le monde pense plutôt que soit on est parti d'un espace de petite dimension et on a grandi, c'est un espace qui serait resté de petite dimension pendant l'infini, on ne sait pas, et qui brutalement se serait détendu pour donner l'univers tel qu'on le connaît, ou quelque chose, un univers qui aurait rétréci brutalement, serait passé par un moment très très petit pour rebondir ensuite derrière. Donc le Big Bang ne serait pas une origine, mais plutôt un point de passage. Mais peu importe. Ça ne change pas grand-chose à la question. Après ce point, cette toute petite dimension et cette expansion fulgurante qu'a été l'inflation,
l'espace tel qu'on le connaît est apparu, est sortie la matière du vide, donc la matière a été extraite du vide, et le temps a existé depuis ce moment-là. Au moins, il existe au moins depuis ce moment-là, puisque les phénomènes ont pu évoluer, et si les phénomènes ont évolué, il faut nécessairement qu'il y ait un temps pour qu'il y ait évolution des matériels. On constate que cette évolution continue, donc que le temps continue. Mais si tout ceci est venu d'un instant initial, ça veut dire que non seulement l'espace et la matière sont issus d'une même chose, d'un même objet, d'une même substance, on va appeler ça substance si vous voulez bien, mais le temps, on pourrait très bien dire que c'est peut-être aussi cette même substance. Oui, mais alors si le temps est une même substance, qu'est-ce que c'est que ce temps? Sachant que le temps, en apparence, au moins pour nous, dans nos connaissances actuelles, il est plutôt univoque. Il est monodirectionnel. Alors, je sais bien que si vous prenez les équations mathématiques ou les équations de la chimie, si vous écrivez, par exemple, la combustion du carbone, vous avez C plus O2 donne CO2, il n'y a aucune raison pour que vous n'ayez pas CO2 donne O2 plus C. Dans les faits, c'est tout à fait possible. Et on sait faire, il y a des conditions qui font qu'on sait séparer les deux. Et en mathématiques, quand vous prenez une équation avec le temps, vous écrivez égal. Égal, ça veut dire que ça se lit dans un sens et dans l'autre. Ça veut dire que dans les équations mathématiques, le temps est complètement réversible. En écrivant ça, d'une part, on ne reflète pas la vérité, puisque le temps n'est pas réversible, au moins dans ce qu'on peut constater. C'est très difficile de faire revenir les choses dans leur état. Bon, il y a bien des expériences qui ont été faites pour essayer de rendre le temps réversible sur des petits phénomènes bien particuliers, mais ça ne marche jamais complètement, c'est toujours imparfait. Bon, je sais bien qu'il y a des cuisiniers qui ont réussi à faire cuire un œuf et le faire décuire pour le faire revenir à l'état normal. Je n'aurais même pu manger l'œuf derrière. Mais bon, il paraît que c'est possible, je veux bien. Mais ça reste des phénomènes anecdotiques. C'est un peu de la cuisine chimique ou de la cuisine de physiciens. Normalement, le temps est vraiment dans une seule direction. Pourquoi? Qu'est-ce qui, dans une substance, donne une seule direction? À votre avis, quelle est la grandeur, la caractéristique liée à une substance que l'on peut décrire comme monodirectionnelle? Il y en a des tas. Par exemple, la pression. On peut concevoir, vous gonflez un ballon, la pression à l'intérieur, elle augmente. Et le ballon, il augmente de volume. Jusqu'au moment où il va peut-être exploser, mais bon, on va s'arrêter avant. Plus vous gonflez, plus la pression de l'air augmente et plus le ballon augmente. Alors, un certain nombre de physiciens se sont posé la question en disant, et si le temps n'était qu'une des caractéristiques de cette substance, et si le temps n'était que, par exemple, la pression du vide? Et cette pression du vide, ce serait justement cette constante cosmologique que Einstein a écrite et puis qu'il a ensuite caractérisée comme étant la plus grosse erreur de sa vie. Bref, cette constante qui lui a collé à la peau et qui lui a causé bien des problèmes. Cette constante cosmologique qui non seulement explique l'expansion de l'univers, mais explique l'expansion accélérée de l'univers, comme le maître l'a montré. Et un certain nombre de cosmologistes actuellement, du moins c'est ce qu'on m'a appris moi dans les cours de cosmologie en 2014 et 2015, on m'a expliqué que la constante cosmologique pouvait raisonnablement être comprise comme la constante qui était la constante responsable de l'expansion accélérée du vide. En disant, finalement, c'est assez simple. Le vide, au départ, l'espace-temps, quand il a été créé, il y a eu cette explosion, donc il y a eu la pression de matière derrière qui a fait une pression énorme pour séparer tous les éléments. Ensuite, c'est l'énergie lumineuse qui a poussé toute cette matière encore derrière et qui a continué à l'accélérer très fortement.
Et puis ensuite, quand la matière a été suffisamment séparée, la lumière finalement s'est libérée, et il est resté quoi? La pression du vide. Et c'est cette pression du vide qui continue à alimenter l'expansion de l'univers. C'est l'explication actuellement la plus probable, celle fournie aux étudiants en cosmologie. Mais si c'est cette expansion du vide, il faut bien à ce moment-là que cette expansion du vide, que ce vide qui produit l'énergie, il change de caractéristique. Sinon, on ne produit pas d'énergie si on ne bouge pas. Si on ne change pas, on ne produit pas d'énergie. L'énergie ne peut provenir que d'un changement, que d'une variation. Donc, de là à dire que, par exemple, ça pourrait être uniquement un changement de pression, c'est peut-être complètement idiot ce que disent les scientifiques, peut-être, c'est peut-être une hypothèse fausse, mais c'est une hypothèse aujourd'hui logique dans la pensée. Donc, de dire que le temps, finalement, ça serait également lié à cette substance vide espace-temps, et on pourrait dire c'est le vide espace, vide matière espace-temps. Et tout ça, ça serait quelque chose d'assez unique, sauf l'hypothèse de Wheeler avec cette espèce de super vide qui aurait à l'intérieur, au-delà du vide. Bon, oui. Cette expansion, on l'explique aussi avec l'énergie noire. Alors, pour les cosmologistes, l'énergie noire, ça serait cette pression du vide, mais le problème, c'est que bon, c'est une question que j'avais posée, auquel on m'avait répondu partiellement. J'avais dit, oui, mais si cette pression du vide crée l'expansion de l'univers, l'univers augmente de volume. Et si l'énergie du vide augmente aussi un petit peu parce que justement le volume du vide augmente, d'où vient cette énergie? Puisque le volume augmente, l'énergie moyenne, l'énergie zéro augmente aussi, il faut bien qu'on puisse ça quelque part. Alors, la seule réponse que m'a fait les professeurs de cosmologie, c'est de dire oui, mais là, on revient à ce moment-là aux univers d'Everett en disant qu'en fait, les univers, notre univers n'est en fait qu'un univers soufflé à partir d'un autre univers qui a explosé et qui pompe de l'énergie dans cet autre univers. Et c'est les univers embriqués les uns dans les autres. Un univers crée plusieurs univers qui lui-même en crée plusieurs, etc., etc. Et à ce moment, on a une chaîne infinie et on résout le paradoxe du commencement. On n'a plus d'instant initial, on n'a plus de moment zéro. Donc, on n'a plus ce problème du départ et on a une suite d'univers. Sauf que cette suite d'univers infini repose une autre question, c'est cette suite d'univers infini, d'où vient-il? Et on ne résout pas la question non plus. Mais bon, personne n'est parfait. Donc, effectivement, sous réserve de cette interprétation d'Everett des univers multiples, à ce moment-là, le temps n'est qu'une conséquence justement de cette expansion continue de l'univers. Et à ce moment-là, on arrive à quelque chose d'intéressant. Et si cette expansion de l'univers un jour venait à s'arrêter et à repartir en sens contraire, est-ce que le temps s'arrêterait et repartirait en sens contraire? Personnellement, j'ai un doute, parce que les choses ne se répètent jamais de la même manière, et je ne pense pas qu'on verrait les gens ressusciter et les gens âgés redevenir jeunes. Non, il y a trop d'aberrations dans le système, ça ne serait probablement pas comme ça, mais ça serait probablement une autre forme de temps. Un temps qui, au lieu de s'étendre, viendrait à se rapetisser. Donc, bon, je ne sais pas. La pensée humaine en serait peut-être différente, mais de toute façon, on ne le verra pas, ça. Donc, c'est au-delà de notre pensée. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que maintenant, on peut se poser la question de cet univers multidimensionnel, en particulier l'univers de Cahusac-Klein à 5 dimensions. On peut dire, mais est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Alors, là, j'ai rappelé que si on prend les équations de Cahusac-Klein, et Einstein les a vérifiées et a validé ça, des équations de Cahusac-Klein, c'est-à-dire si on réécrit la relativité générale d'Einstein,
sans rien changer. Mais simplement, on rajoute une dimension. Mathématiquement, c'est tout à fait faisable. Les théories de Maxwell, la charge électrique, le champ magnétique, les ondes électromagnétiques apparaissent naturellement et spontanément. C'est les termes ajoutés qui viennent de ces équations un peu plus complexes traduisent d'eux-mêmes les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell apparaissent telles quelles, très simplement en rajoutant une dimension spatiale. Ce qui a fait dire à Einstein, c'est un très beau calcul, mais je ne peux pas le valider parce que ça ne vient pas de moi. Il ne voulait pas être le second sur une publication. Mais il a reconnu quand même que c'était quelque chose de valable et c'est toujours étudié, ça. Oui. Que traduit cette équation qui permet de faire apparaître? Est-ce que, par exemple, c'est la conservation de l'énergie, c'est la conservation, enfin, je veux dire, quand on écrit une équation, on représente une règle. Alors, oui. Donc, quelle est la règle Alors, pour dire, pour ceux qui sont distants, comment apparaissent ces équations de Maxwell, enfin cette théorie de Maxwell dans un espace de relativité générale avec une dimension spatiale de plus? Eh bien, quand on les écrit, je pourrais même vous envoyer l'article, mais c'est un peu costaud quand même, il faut vraiment avoir un bon niveau de maths, mais si vous intéresse, je vous l'enverrai. Ce n'est pas la formule, que signifie-t-elle? Eh bien, la formule… L'équation, elle représente un postulat, la conservation de l'énergie. Eh bien, ce qui arrive de plus, il arrive un terme de plus, enfin plusieurs termes de plus, mais un des termes en particulier représente la charge électrique. Il y a un terme qui apparaît, qui donne la charge électrique, et cette charge électrique, elle n'apparaît pas spontanément comme une constante, elle apparaît avec un ensemble de termes qui donnent ce sont les termes de propagation d'une onde. Et à l'intérieur de ces termes, quand vous regardez, vous retrouvez exactement les termes des équations de Maxwell. Donc, vous retrouvez des équations de Maxwell. Vous retrouvez l'équation du rotationnel avec le rotationnel de B, enfin du champ magnétique par rapport à la dérivée du champ électrique. Vous retrouvez les 4 équations de Maxwell écrites pratiquement telles quelles dans cet espace. C'est-à-dire que là, quand vous avez un espace à 4 dimensions d'Einstein de la relativité générale, vous avez 16 équations de la relativité. Si vous en avez 5, vous avez 25 équations. Et les équations supplémentaires, dans les équations supplémentaires, apparaissent les équations de Maxwell. Chacune de ces équations avait une signification. Oui, bah vous reprenez la théorie de Maxwell, vous avez la propagation, vous avez une des équations qui dit que simplement lorsqu'une charge électrique est en mouvement, ça va engendrer un champ magnétique, un champ qu'on appelle champ magnétique. Vous avez la deuxième loi qui est la loi d'induction qui dit que lorsqu'un champ magnétique varie, à ce moment-là, vous allez créer un déplacement de charge, vous allez créer un courant électrique. Vous avez la conservation du champ électrique, du flux de champ électrique et la conservation du flux du champ magnétique. C'est les 4 équations de Maxwell fondamentales que vous retrouvez dans la théorie de Kaluza-Klein. Alors, effectivement, ce n'est pas sous une forme habituelle, donc il faut être un peu… Ah non, mais vous écrivez simplement, vous partez simplement des postulats d'Einstein, vous réécrivez les équations d'Einstein, mais… Alors, les postulats d'Einstein, ils sont très simples. Les postulats d'Einstein, c'est simplement de dire le temps est une dimension spatiale, premier postulat. Deuxième postulat, la lumière se propage à une vitesse finie que l'on appelle vitesse de la lumière. Et la troisième chose, c'est que toutes les lois de la physique sont valables, quel que soit le repère en mouvement de l'un par rapport à l'autre, qu'il soit en mouvement de translation ou même en mouvement de rotation. Ça, c'est la loi de la relativité générale. Et à partir du moment où vous avez ces 3 postulats, vous reconstituez une mécanique complète qui est la relativité générale, qui est donc une mécanique tensorielle. Et à partir de cette relativité générale, si vous l'écrivez non pas à 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle, mais à 4 dimensions spatiales et une dimension temporelle, vous aboutissez non pas à 16 équations, mais à 25 équations. Vous retrouvez toutes les équations de la relativité générale
plus les équations de l'électrodynamique. Voilà. Mais je tâcherai de retrouver un article abordable et je vous l'enverrai. Je le joindrai. Oui. Autrement dit, Maxwell avait écrit ses équations. Quand on a réécrit ça, on a retrouvé les équations de Maxwell dedans. Alors, quand Maxwell a écrit ses équations au départ, la mécanique était la mécanique de Newton. Et il est apparu un problème, c'est que dans la mécanique de Newton, quand on prend par exemple la création ou la propagation d'une onde électromagnétique ou la création d'une onde électromagnétique par le mouvement d'une charge, par exemple un mouvement oscillant d'une charge qui crée une onde électromagnétique, on s'est rendu compte avec horreur, c'est que quand on changeait de repère, qu'on prenait un repère fixe et un repère en mouvement, les lois de l'électromagnétisme changeaient. Et ça, ce n'était pas supportable parce que le phénomène, lui, ne changeait pas et les lois pour l'exprimer changeaient complètement. Donc, on arrivait à une aberration. Et c'est à partir de cette aberration qui est apparue à la fin du 19e qu'on s'est rendu compte, après les lois de Maxwell, on s'est rendu compte que là, il y avait un problème avec la mécanique newtonienne. On a cherché en vain à corriger ça, à trouver des artifices dans la mécanique newtonienne, mais ça ne marchait pas. Et c'est Einstein qui, par ces postulats vraiment révolutionnaire, a montré que, en fait, pour arriver à redonner une cohérence entre l'électromagnétisme et la mécanique, il fallait passer par cette relativité de l'espace et du temps. Et donc, déjà, admettre que le temps était une dimension spatiale, ce n'était pas quelque chose qui était en dehors, c'était lié, que la vitesse de la lumière était finie, et que les mouvements devaient être, que les lois de la physique étaient les mêmes, quel que soit le repère considéré. C'est ce qu'on appelle les transformations de Lorentz. Donc, à partir du moment où vous admettez les transformations de Lorentz, la vitesse finie de la lumière, et puis la composante temps comme composante spatiale, et à ce moment-là, j'allais dire les équations d'Einstein s'écrivent manuellement facilement. Non, ce n'est pas facile, mais c'est logique. Tout devient logique à ce moment-là. Donc, ça change énormément à ce niveau-là. Alors, le problème que nous avons tous, nous, c'est que déjà, les spécialistes de la relativité, il y en a très peu. Il y en a très peu, pourquoi ? Parce que déjà, à l'époque d'Einstein, la relativité était tellement compliquée qu'elle était en fait peu reconnue. Elle était peu reconnue parce que compliquée. Et parce que beaucoup de physiciens qui se pensaient de très bons physiciens, à juste titre, n'arrivaient pas à comprendre la théorie de la relativité. Et quand on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à le rejeter. Et la théorie de la relativité générale a été très longtemps à la fois admise par les astronomes, mais refusée par beaucoup de gens parce qu'ils ne la comprenaient pas, parce qu'ils étaient incapables de l'utiliser. Ce qui explique que jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait très très peu dans le monde de spécialistes de la relativité. Il a fallu attendre les années pratiquement 80 ou 90 pour commencer à voir renaître un intérêt réel pour la relativité. Quand on s'est rendu compte que la relativité était fondamentale pour la mécanique quantique. Là, on a commencé effectivement à se dire que c'était important et si on voulait faire des voyages spatiaux, la relativité était absolument nécessaire. Mais même encore maintenant, le nombre de spécialistes de relativité, c'est très très faible, il y en a très peu. Des bons spécialistes en relativité en France, il y en a une dizaine. Dans le monde, il y en a 1 millier, ce qui est rien par rapport à tous les ingénieurs en électronique, par exemple, c'est rien du tout. Pourquoi ça ? Parce que déjà, se représenter l'espace-temps d'Einstein, on n'a pas d'image mentale pour ça. Se représenter un espace-temps qui se courbe sous l'effet de la gravité, mais qui se courbe vraiment, c'est très difficile dans un espace tridimensionnel par un artifice avec l'histoire de la nappe qui se déforme. Bon, on prend un espace à 2 dimensions, on a une déformation, ça va, on reste dans un espace tridimensionnel, on sait faire. Mais des images, construire des images mentales à 4 dimensions,
très peu de gens sont capables de le faire. Ça demande un entraînement de plusieurs années. On finit par y arriver, mais il faut 4 à 5 ans pour y arriver, à peu près. Enfin, de mon expérience personnelle, c'est à peu près ça. Il faut 4 ou 5 ans de travail mental, de pensée nocturne pour arriver à se construire une petite image de ce que pourrait être la réalité. Alors, en plus, passer de 4 à 5, là, je n'y suis pas arrivé. Mais il y en a, il paraît-il, qui y arrivent. Moi, je n'y arrive pas. Mais donc, c'est compliqué. Donc, déjà, on a un obstacle, image mentale. Or, essayez de penser à quelque chose, n'importe quoi. Quand vous pensez à quelque chose, immédiatement, votre cerveau produit des images. Essayez d'expliquer quelque chose, de comprendre quelque chose, ou voire mieux, de créer une nouvelle théorie, une nouvelle explication sans image mentale. C'est presque impossible. Le cerveau humain, depuis sa naissance, est habitué à travailler avec des images mentales. Si vous ne vous créez pas d'image mentale, vous allez avoir un mal fou à progresser dans votre connaissance, à progresser dans votre raisonnement, dans votre logique. Tout repose sur des images mentales. C'est pour ça que la mécanique quantique est si compliquée. Pourquoi elle avance on dit qu'elle avance rapidement parce qu'il y a l'électronique, mais l'électronique, c'est de l'application. En fait, on ne sait pas trop ce que l'on fait quand on fait l'électronique. On n'a pas encore tout compris. Mais c'est de l'application. Et là, on voit des objets, on assemble un objet, on prend un microprocesseur, on va le monter, ça envoie. C'est quelque chose, on maîtrise, on a l'image mentale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un phénomène électronique? Il y a des tas de phénomènes électroniques dont on ignore encore tout. Oui. C'est quand même le mystère des mathématiques qui n'ont pas d'image mentale. Vous appliquez, vous faites, vous obtenez un résultat. Entre les deux, il n'y a pas eu d'image mentale, mais vous l'avez à l'arrivée. C'est tout à fait exact. Alors, les mathématiques sont le parfait exemple de la limitation du cerveau humain. Je m'explique. Jusqu'à Newton, les mathématiques, c'était la géométrie. D'ailleurs, Platon avait bien écrit ne rentre ici, nul ne rentre ici s'il n'est géomètre. Bon. La géométrie, c'est des figures. Les figures, c'est des images. Donc, faire des mathématiques avec la géométrie, aucun problème. Le cerveau nage dans le bonheur, enfin, pour certains. Ça ne pose pas de problème. On se le représente bien. Un carré, si on parle d'un carré, tout le monde voit l'image du carré, il n'y a pas de problème. À partir du XVIIe et à partir de l'époque de Newton, Leibniz pratiquement, on a vu apparaître l'algèbre. L'algèbre, c'était la fin des images mentales. On avait des images, mais ces images, c'était des équations mathématiques. Et là, on s'est rendu compte qu'on était capable de calculer, c'est-à-dire qu'on était capable de construire une équation, parce qu'on était capable de dire que, par exemple, pour arriver à fabriquer tel corps, il fallait telle quantité tel corps plus telle autre quantité d'autres corps, et que là, ça allait donner un autre corps. Donc, on était capable de construire l'équation, et après, on calculait. Donc là encore, ça allait, parce qu'on avait construit mentalement les images au départ, et puis on faisait simplement que du calcul. Maintenant, ça ne marche plus avec la mécanique quantique. Depuis la mécanique quantique, depuis les années 1920-1930, ça ne marche plus comme ça. Et d'ailleurs, ça a été une révolution terrible parce qu'il y a eu une fronde terrible contre la représentation du modèle atomique de Bohr en disant c'est pas possible, on ne peut pas accepter un modèle, le modèle proposé par Bohr in fine, c'était son 3e ou 4e modèle, en disant il y a le noyau atomique qui est constitué de protons et de neutrons, et autour, il n'y a pas des électrons qui tournent autour, il y a une probabilité d'électrons qui ne tournent pas autour, mais qui ont simplement une probabilité de présence à l'instant où on les mesure. C'est-à-dire qu'on ne sait où est un électron que si on le mesure à un instant donné. Et cet électron, cette probabilité, elle est maximale à certaines distances du noyau, mais elle est non nulle même à l'intérieur du noyau. Ça, c'était juste impossible, impensable. Et pourtant, effectivement, dans les faits, quand on fait des mesures,
c'est la conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'un électron peut très bien rentrer dans le noyau, ce qui est complètement du délire. Du point de vue logique humaine, c'est pas possible. Et pourtant, ça arrive. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc, c'est effectivement un énorme problème à ce niveau-là. L'effet tunnel, la charge ou la particule qui traverse une barrière de potentiel, une répulsion électromagnétique qui normalement est beaucoup plus grande que sa possibilité et qu'elle arrive quand même à traverser, alors que mathématiquement, le calcul montre que ce n'est pas possible. Comment fait-elle pour traverser alors que les maths montrent que c'est impossible? Alors maintenant, on arrive à trouver la difficulté, à tourner la difficulté en expliquant que oui, mais il y a des phénomènes par lesquels on peut créer des particules qui sont en fait des particules. On prend un proton, on va le mettre avec un neutron. Le neutron, lui, il n'a pas de charge de répulsion, donc il peut traverser. Et juste avant d'arriver de l'autre côté, hop, il se resépare et à ce moment-là, c'est bon. Ça s'appelle des démonstrations ad hoc, ça. C'est des démonstrations simplement pour rassurer le cerveau, pour rassurer la logique. Mais on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On construit des explications qui nous rassurent, mais une explication qui rassure, ce n'est pas une démonstration. Ce n'est pas une vraie explication de la réalité. C'est simplement un cosmétique pour pallier notre ignorance. Et toute la mécanique quantique a été construite là-dessus et est toujours construite là-dessus. Le problème, c'est qu'actuellement, bon, on le sait, la presse, il y en a partout dans la presse actuellement, enfin, pour ceux qui lisent la presse un peu spécialisée, la presse scientifique, à savoir que, par exemple, la mécanique quantique, elle subit actuellement des attaques de partout. Le muon ne se comporte pas à la bonne valeur, la masse de W n'est pas cohérente avec la théorie, le diamètre du proton, en fonction de la façon dont on le mesure, il a 2 diamètres différents, donc ce n'est pas possible, etc., etc. Il y a plein, on trouve des quarks. Normalement, les quarks, on ne devrait pas trouver des particules à plus de 3 quarks, c'est 2 ou 3 quarks, mais là, on commence à trouver des particules avec 4, voire 5 quarks, alors que c'est contraire à la théorie du modèle standard, qui est un des piliers de la mécanique quantique, etc., etc., etc. Il y a plein de failles partout. Donc, le système, effectivement, prend l'eau. La relativité, c'est un peu mieux parce qu'il y a moins de spécialistes, donc on fait un peu moins de mesures. Pour l'instant, ça marche à peu près bien. Bien que cette substance vide qui remplit l'espace, c'est quand même quelque chose, c'est une question. Tout le monde est d'accord sur son existence, mais personne n'a la moindre explication sur sa nature. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient-elle? Si effectivement le Big Bang a eu lieu, d'où vient cette substance? Cette substance du vide, elle vient d'où? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et si effectivement nous sommes tous simplement de fait de ça, ça veut dire que simplement nous baignons dans cette substance, nous-mêmes qui sont faits de particules qui sont des émanations de cette substance, qui ne sont que de cette substance en mouvement. C'est-à-dire en fait, nous ne sommes rien d'autre que la même chose que le vide. Nous ne sommes que des apparences ponctuelles du vide, mais nous sommes tous connectés parce que nous sommes tous de la même matière, enfin la même matière, la même substance, connectés partout. Je n'ai pas de réponse à la question et je crois que personne n'a de réponse à la question. La question qui m'a été soulevée un jour par quelqu'un, c'était un philosophe des sciences, qui m'a dit, si cette théorie est juste, il faut se poser la question de la nature de l'esprit humain. Parce que si l'esprit humain est prisonnier de cette structure qui est en fait très ponctuelle, mais qui est en fait baigne dans sa continuité par rapport aux autres, qu'est-ce qui sépare les esprits de 2 personnes différentes? On a 2 personnes différentes avec des esprits différents, des pensées différentes, des façons de voir différentes. Qu'est-ce que c'est que ces esprits? Est-ce que ces esprits ont également quelque chose à voir avec cette substance, ou est-ce qu'eux-mêmes sont simplement liés à cette substance, comme emprisonnés dans cette substance,
et en fait relèvent d'autres choses. Et il m'a dit, je m'arrête là parce que maintenant, je franchirai la porte de la métaphysique et je ne veux pas franchir la porte de la métaphysique. Bon, est-elle franchissable? Je n'en sais rien. On aura vraiment des réponses plus complètes, plus globales à toutes ces interrogations. À partir du moment où la science, notre science, issue de notre cerveau, étudiera scientifiquement la conscience. Alors, comment la conscience dialogue avec la conscience? Alors, pour ceux qui étaient distants, donc la question posée, c'est le lien entre toute notre matière, notre matérialité et conscience, et la conscience et notre cerveau. Est-ce que déjà la conscience et le cerveau sont dans la même chose? Ça, c'est pas sûr. Alors là, je vous renverrai plus à un livre écrit par Jung, 2 livres, son dernier livre. Alors, par contre, les titres, moi et les titres des livres, c'est abominable, je ne m'en souviens pas, mais je pourrais vous le retrouver. Le dernier livre que Jung a écrit sur l'interprétation des rêves, la conscience et l'inconscient collectif. Et puis, un autre livre qu'il a écrit sur le devenir de l'humanité, sur le rôle de l'inconscient collectif qu'il étend non seulement à la matière, mais à tous les êtres vivants sur Terre et ailleurs, en disant qu'il y a une communauté d'esprits, une communauté de communication entre tous ces esprits. Bon, mais là, on rentre dans le domaine qui n'est plus le domaine de la science physique pure, on est dans un autre domaine. Donc là, je sors de mon domaine de compétences et je m'arrête. Je m'arrête à ce niveau-là, je ne veux pas rentrer plus loin que ça. Déjà, se demander quand l'homme est le plus conscient est un énorme problème. Alors, vous pouvez vous poser la question, là, ce n'est pas du domaine de la physique, vous pouvez poser la question, je me suis déjà posé la question, et j'ai posé la question à plusieurs psychologues avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, en disant, voilà, nous sommes tous nés à une date donnée, et nous allons tous mourir à une date donnée que nous ne connaissons pas. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Ça, c'est certain. On va laisser tomber la mort de l'autre côté parce que c'est un peu inquiétant. On va se tourner vers la naissance, parce que ça, c'est plutôt simple. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que nous sommes nés à une certaine date, et nous connaissons la date de notre naissance. Pour certains, même on connaît l'heure de notre naissance. Mais des premiers instants de notre vie, on n'a aucun souvenir. Et pourtant, nos parents, eux, s'en souviennent. Ça, c'est clair. Mais nous n'avons aucun souvenir de notre naissance. Et notre conscience, elle n'apparaît, enfin, disons, de nos souvenirs, elle n'apparaît que petit à petit. Et de notre toute petite enfance, on a très, très peu d'images. On peut avoir 1 ou 2 images par-ci, par-là, mais très, très peu de choses. C'est vraiment qu'à partir de 4 ou 5 ans que l'on commence à avoir, on va dire, des images suffisamment fortes pour que adultes, on s'en souvienne encore. On a encore quelques images tous de notre petite enfance, mais l'instant de notre naissance, rien. Rien du tout. Et pourtant, on était vivant. Ça, c'est clair. Sinon, on ne serait pas là. Donc, on était vivant. Est-ce qu'on était sans conscience? Non, on avait une conscience, forcément, puisqu'on était vivant. On avait une conscience. Mais qu'est-ce qu'elle était, cette conscience? Il y a un jour un philosophe, enfin pas philosophe, un psychologue qui m'a dit, moi je donnerais bien 2 ans de ma vie pour 5 minutes dans la tête d'un bébé de quelques minutes pour savoir à quoi il pense. Ça, j'aimerais bien. Parce que ça vaudrait certainement le coup de savoir quelle est l'idée, qu'est-ce qui traverse le cerveau d'un enfant qui n'a pas encore interagi avec le monde extérieur, ou très peu. Bon, on dit qu'à l'intérieur du ventre de la mère, on interagit aussi, mais dehors, c'est différent. Donc, il n'a pas encore interagi, il n'a pas encore d'image mentale, il a très peu de choses. Qu'est-ce qu'il a dedans? Cette conscience presque vierge, comment peut-on la définir?
qu'est-ce qu'elle est vraiment, sa conscience? À quoi pense un bébé avec une conscience vierge de toute image de notre réalité qui vont lui fausser la tête, parce que de toute façon, le monde s'évertue à nous tromper, et en plus, notre cerveau nous ment. Alors, ça fait beaucoup de choses. Donc, à quoi pense-t-il? Personne n'en sait rien. À ma connaissance, personne n'en sait rien. On a beau faire des études là-dessus. Je pense que les pensées profondes d'un bébé de quelques minutes, je ne sais pas, peut-être. Je ne suis même pas sûr de ça. Au bout de quelques minutes, je ne suis même pas sûr de ça. Une mère peut-être pourrait répondre, mais et encore, je ne suis pas sûr. Pas sûr qu'une mère soit capable de répondre sur les premières minutes des pensées d'un enfant. Pas sûr. Il y a une conférence sur le sujet l'année prochaine, juste avant la vôtre, la numéro 33, sur l'apparition de la conscience. Oui, ça peut être intéressant à suivre, ça, effectivement. Alors, revenons au temps, justement, parce que ça le concerne un petit peu. Donc, effectivement, toutes nos théories physiques, elles ne se prêtent pas, elles ne se prêtent plus maintenant. Elles ont atteint un tel degré de complexité qu'elles ne se prêtent plus aux images mentales. Donc, si on veut progresser au jour d'aujourd'hui, on a le choix. Ou on change de mode explicatif de notre monde, et on se tourne, par exemple, vers ce que je vous ai dit, vers ce que certains savants pensent en disant « et si on considérait le monde comme une espèce de fluide, alors c'est pas mon fluide, comme une substance qui tourne, qui va communiquer avec d'autres dimensions », bon, c'est pas facile à se représenter, mais on peut essayer de faire un effort et rebâtir quelque chose qui nous donnerait d'autres images mentales, ou alors on continue dans la suite logique dans laquelle on est, dans lequel on comprend de moins en moins de choses et dans lequel on voit apparaître de plus en plus de failles par rapport à ce que l'on dit. On se trouve vraiment, au jour d'aujourd'hui, devant un choix qui sera bientôt plus un choix parce qu'on n'aura plus tellement le choix que de changer de théorie. Parce que, comme toute théorie, elles vieillissent et puis à un moment dedans, elles sont tellement fausses qu'il faut en changer. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas changer. Ce que m'a expliqué aussi en cours un professeur qui m'a dit, vous vous rendez compte, j'ai passé toute ma carrière, il était en fin de carrière, il m'a dit, j'ai passé toute ma carrière dans la théorie des cordes. Si la théorie des cordes se révélait être fausse, j'ai perdu mon existence à rien faire du tout. Je ne veux pas. Mais je lui dis, mais non, vous n'avez pas perdu, vous avez consacré votre vie à montrer que cette théorie était une illusion. Il me dit, mais je ne suis pas une illusion. Je dis, vous, non. Mais la théorie, peut-être. C'est possible, je n'en sais rien. Mais il m'a dit, c'est terrible, quand on a construit quelque chose, quand on a eu des titres, on a eu des récompenses, on a eu des médailles, on a construit sa carrière, sa réputation, son salaire, ses revenus, tout sur quelque chose qui va s'écrouler à un moment donné. C'est dramatique. Et effectivement, ceux, par exemple, qui ont consacré 40 ans de leur vie à l'étude des WIMPs, ces fameuses particules pour expliquer la matière noire, qui, se sont révélées ne pas exister, ils viennent de perdre 40 ans de leur vie. Certains ont construit des carrières, sont passés d'étudiants à chercheurs, puis à professeurs, puis à directeurs. Il y en a qui sont des directeurs du CERN maintenant. Et puis, tous leurs travaux, c'est poubelle. Mais ça a coûté la vie à combien de personnes? Le même effondrement qui s'est passé dans la tête. Alors, en fait, c'est le problème. Voilà, c'est le problème de tout changement. Et un changement de conception, de représentation du monde, de compréhension du monde est toujours dramatique. C'est toujours dramatique. Alors effectivement, le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, ça a été long, pénible et ça a coûté la vie et la liberté à beaucoup de monde. Et là, on est devant pas des faits, c'est pas encore suffisant,
mais la pression qui monte pour également changer complètement de paradigme. Alors maintenant, vers quoi ça va conduire, j'en sais rien, d'autant plus qu'on est dans une époque légèrement troublée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cette époque troublée pourrait s'ajouter à quelque chose d'autre. Donc on va peut-être rentrer dans un grand stress, très grand stress. Donc je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à la question, je constate simplement, c'est qu'effectivement, du point de vue de la représentation du monde, une poignée de chercheurs maintenant commencent à se poser des questions justes, logiques, normales, avancent des réponses, mais ces réponses sur la substantialité, sur la matière comme substance en rotation, c'est fortement combattu par tous les gens en place, tous ceux qui détiennent les clés du pouvoir de la physique, les clés de la finance, qui sont absolument contre ça, parce que pour des raisons bien évidentes. Donc, ça va évoluer, mais ça va demander beaucoup de temps. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas en 3 ou 4 ans que l'on verra la différence. Ça va demander 15 ou 20 ans probablement, facilement. Pardonnez-moi d'autant que la dernière phrase de votre diapo est très importante. Sommes-nous en fait limite ça, c'est un point essentiel puisque l'avenir et la maîtrise par l'homme de son destin. Là, nous sommes, votre question est fondamentale. Oui. C'est-à-dire que nous dépasser, nous ne pourrons pas accéder à Alors, je suis plus optimiste que vous. Je vais dire que je suis plus optimiste que vous en disant que est-ce que nous sommes proches de la limite de l'intelligibilité humaine? Moi, je le vois plus dans le sens où l'intelligibilité humaine, telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle a atteint probablement ses limites. Ça, c'est de plus en plus visible dans de nombreux domaines. Un autre domaine, par exemple, c'est que personne n'est capable de donner la moindre définition de la vie. Aujourd'hui, personne ne peut dire ce qu'est la vie. Mais cette intelligibilité humaine, elle est liée aussi à une façon de penser, à un mode de pensée, à un mode de représentation mentale. Et quand vous lisez les livres d'Escola, par exemple, sur l'étude des autres peuplades, des autres civilisations, de tout ce qui reste qu'on n'a pas encore détruit dans notre civilisation humaine ailleurs, il vous explique qu'en fait, il n'y a pas qu'une façon de concevoir le monde, il y en a des quantités. Que pour l'instant, on les éradique les unes après les autres pour leur bien-être, leur bienfait, le bienfait de l'économie. Mais il y a différentes façons de faire et cette intelligibilité humaine, elle est éminemment modulable et maniable. On peut dépasser, mais dépasser un degré d'intelligibilité tel qu'on le connaît actuellement, ça passe par une remise en cause d'un certain nombre de paradigmes. Ça veut dire qu'il faut changer d'optique de vue. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter à la poubelle, ça veut dire simplement, et là c'est une opinion personnelle, c'est qu'il faut accepter de regarder le monde non pas de face peut-être, mais légèrement de biais, changer de point de vue, changer d'angle de vue. Je vais vous donner un exemple. Il y a une image très connue. Vous prenez par exemple les cubes que l'on donne aux enfants dans les jeux de construction, les cubes qui sont des cylindres en bois. Tout le monde sait ce que c'est qu'un cylindre en bois. Maintenant, ce cylindre, vous le mettez dans une pièce noire et vous le mettez simplement face à vous avec uniquement la partie ronde. Et vous demandez à quelqu'un de dire qu'est-ce qu'il voit. Et il vous dira, je vois un cercle en bois. Vous le faites tourner de 90 degrés et vous le donnez de regarder à une autre personne. Il va vous dire, je vois un rectangle en bois. Et si vous changez de position, il va vous dire, je vois un cylindre. Et un cylindre, c'est bien un cercle en bois, c'est bien un rectangle en bois, mais la somme des deux me donne quelque chose de totalement différent et me permet de progresser. Je passe de 2 dimensions à 3 dimensions. Pour passer de 3 à 4 et peut-être à 5, c'est à peu près le même genre de gymnastique mentale qu'il va falloir faire.
mais ça suppose que chacun se remette en cause complètement. C'est-à-dire que nous avons tous nos habitudes de vie, nous avons nos métiers, nous avons tout ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Mais il y a quelque chose qu'on a tous en commun, c'est que nous sommes tous dans la même galère, nous sommes tous dans le même monde. Ça, on ne l'a pas choisi, c'est comme ça. Nous sommes dans le même monde et on a besoin de ce monde pour vivre. Et en même temps, ce monde va nous permettre de connaître vraiment ce que nous sommes nous-mêmes. Parce que le monde va interagir sur nous et que nous interagissons les uns sur les autres. Si on veut progresser, si on veut changer d'angle de vue, il faut peut-être apprendre à regarder le monde différemment et se poser d'autres questions, des questions à laquelle on ne s'était jamais posé. Et petit à petit, c'est comme ça que viendra le changement. Alors, du point de vue des sciences, ça sera peut-être un peu plus dur parce que ça va remettre en cause un certain nombre de choses, d'organisation, de carrière, de prérogatives de personnes et autres. Donc, personne n'aime perdre son pouvoir. Mais c'est vraiment ce qui va se passer. Parce que les choses vont forcément évoluer, parce que la nature est faite de telle manière que de toute façon, nous progressons. Si aujourd'hui, un certain nombre de scientifiques, une poignée, sont capables de fournir ce genre d'explication, c'est que le moment est proche, que le cerveau humain a acquis suffisamment de compétences, de connaissances pour que cette image puisse apparaître. Nous sommes tous également en mouvement. N'oubliez pas, nous nous dirigeons tous à vitesse de la lumière vers le temps, dans la direction temporelle. Donc, on avance. Et ceux qui disent « je ne bouge pas », c'est les enfants qui boudent en disant « je m'assieds et je ne bouge pas », et qui croisent les bras en disant « je ne bouge pas ». Moi, j'ai dit ça à ma petite fille la semaine dernière, et qui disait « je ne veux pas faire ça », elle s'était assise, elle boudait, elle avait croisé les bras. Je lui ai dit « c'est bien, tu te propages à la vitesse de la lumière ». Elle m'a regardé avec des grands yeux en disant « qu'est-ce que tu racontes ?» Bon, je lui ai expliqué. Peut-être pas avec les mêmes mots que pour vous, parce que comme elle a 10 ans, c'est un petit peu compliqué. Mais finalement, elle m'a dit moi aussi, j'aime bien être en mouvement. Puis elle est partie en courant, puis c'était fini, quoi. Mais donc voilà, c'est tout. C'est de dire il faut accepter de voir les choses différemment. Et quand on regarde les choses différemment, il nous vient des idées différentes. Moi, quand je regarde un paysage, je regarde le paysage, je suis sensible à la beauté d'un paysage, ça c'est évident, c'est clair, c'est dans ma nature, j'ai toujours été comme ça. Mais surtout quand je suis à la montagne, je regarde un paysage et je me dis presque présent, un peu moins présent, et de plus en plus passé, et plus je m'éloigne, c'est du passé. Et l'image que je vois, que je trouve très belle, c'est pas le présent. C'est pas ce qui est. C'est ce qui a été à différents instants, et c'est une superposition. Donc c'est une image fictive. C'est pas une image vraie. L'image vraie, ça serait une propagation instantanée de lumière depuis l'horizon jusqu'à moi, avec tous les photons qui arrivent en même temps. Mais ça n'empêche que c'est beau quand même. Donc on ne trouve beau que des choses en fait qui sont décalées, qui sont étalées dans le temps. Bon, c'est des choses en permanence. J'ai toujours été comme ça, donc j'ai toujours avancé comme ça. Mais c'est vrai que quand on avance différemment, quand on voit le monde différemment, quand on se dit finalement nous sommes tous faits de cette substance, et je regarde une personne que je ne connais pas, que je la croise dans une promenade, je vois une personne, et je me dis, cette personne, elle est de la même substance que moi, nous baignons tous dans la même substance, nous sommes des tourbillons de cette même substance qui nous croisons, et pourtant, cette personne est différente de moi, elle a des pensées différentes, elle a un esprit différent de moi, et moi d'elle. Et ces deux personnes sont faites pour quoi? Elles sont faites pour échanger, a priori, et certainement pas pour se battre. Et certainement pas pour se tirer des coups de fusil les uns sur les autres. Eh bien, je vous assure que ça change pas mal de choses, ça.
Et après, on voit les gens non pas comme des gens tels qu'ils sont, alors habillés d'une façon différente, habillés de façon classique ou de façon comme certains jeunes un peu punk éventuellement. Vous passez au-delà des apparences. Et qu'à partir du moment où vous passez au-delà des apparences, vous commencez à rentrer dans la réalité des choses. Et quand vous rentrez dans la réalité des choses, ben vous vous posez des questions qui, à ce moment-là, deviennent bien différentes. Et vous vous surprenez à vous dire, mais tiens, mais cette chose-là, et si elle était comme ça? Et cet objet, et s'il était comme ça? Et là, on passe d'un pessimisme noir à quelque chose qui n'est pas de l'optimisme encore, mais ça commence à y ressembler un petit peu. Voilà. Il est 11h30. J'ai laissé tomber une partie de mes transparents, mais vous les retrouverez de toute façon. Je vous les avais déjà envoyés. Je pense que vous les avez reçus. Mais je voulais vous donner une interprétation un peu différente. Alors, c'est vrai que si on part de ce principe-là, de ces idées que certains scientifiques ont développées les uns en parallèle des autres, mais sans se concerter. Ce tourbillon dans les particules, plusieurs personnes y sont arrivées à des époques différentes, assez proches les unes des autres, mais sans se parler les uns par rapport aux autres. Wheeler n'a jamais parlé de ces théories avant quelques années, il y a quelques années de ça, et puis il l'a publié, mais il n'en a pas parlé dans des congrès, parce que c'était assez iconoclaste. Et puis d'autres scientifiques actuels, j'en ai parlé avec eux, mais ils m'ont dit, bon, ça, on ne me croit pas quand je parle de ça. Bon, on ne croit pas, mais ils sont plusieurs à dire, on ne me croit pas en parlant de la même chose. Donc, je pense que quand même, ça commence à bouillonner un petit peu, mais bon, il faut laisser encore mijoter, ça va venir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières dessus? C'est une très bonne question et on pourrait terminer là-dessus. Est-ce que le temps disparaît avec la matière? Alors, on peut dire que la matière est périssable et que c'est vrai que de toute façon, si on prend les scénarios qui ont été imaginés par les cosmologistes, ils vous disent que les galaxies, avec l'expansion de l'univers, avec l'énergie moyenne du vide qui augmente, forcément, un jour, tout ça, ça va exploser. Toutes les particules vont se dissoudre les unes, vont se détacher les unes des autres, et que tout ça va être absorbé dans les trous noirs, réduit à l'état de photons de lumière. Et puis finalement, après, il ne restera plus rien. On retrouvera uniquement le vide. Donc, on retrouvera la substance calme. Donc, tout va retomber à cette substance calme. Oui, je veux bien, mais cette substance est-elle vraiment calme? Et à ce moment-là, les esprits qui y étaient, ils deviennent quoi? Je ne sais pas. J'en sais rien. Et puis cette substance, si elle est calme, est-ce qu'elle peut rester calme indéfiniment? Est-ce qu'elle peut rester toute seule? Est-ce qu'elle peut subsister toute seule? D'où vient-elle, cette substance? Ben, si le temps a disparu, il n'y a plus de substance à ce moment-là. Et s'il n'y a plus de substance, qu'est-ce qu'il y a? Il reste ce que Wheeler disait en dessous, cette espèce de super substance qui est en dessous et qu'il n'arrivait pas à qualifier vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que cette substance n'est qu'un voile sur une réalité plus profonde? Un voile qui nous masque beaucoup de choses, qui nous enferme dans une pièce pour réfléchir, ou ça nous ouvre beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres questions? Ce n'est pas la fin des questions et c'est certainement pas l'équation du tout comme le proposait par exemple Ken dans les années, enfin Ken, K-A-N-E, c'est un physicien américain connu qui disait dans les années 95 qu'on était proche de la connaissance de Dieu. Il y a des fous partout, oui. On repense à l'expansion de l'univers. Donc, on a le vide, l'éther, qui se temps. Oui. Et donc,
s'étend infiniment. Donc il arrive à un moment où on ne va plus avoir la même densité d'énergie, ça va être réparti dans un univers. Alors, déjà, dans tout ce qu'on a dit, on a dit que nous concevions, nous percevions dans un espace tridimensionnel. Mais que cet espace, probablement, il est au minimum 4 dimensions spatiales plus la dimension temporelle, c'est-à-dire 5 dimensions au total. Donc déjà, nous avons une perception de la réalité que extrêmement partielle. Nous sommes vraiment dans la caverne de Platon, là, complètement. Alors maintenant, cette énergie, est-ce qu'elle a besoin, je vais poser une question qui va vous choquer terriblement, est-ce qu'elle a besoin de venir de quelque part? Par rapport à notre... Je le vois comme un voile. Vous le voyez comme un voile. On dit que ça existe. Voilà. Vous le voyez comme un voile parce que... C'est ça l'explication de l'expansion de l'univers. Mais vous venez presque de répondre, parce que vous venez de dire, nous le voyons comme ça. C'est une image mentale dans votre cerveau, il le voit comme ça, comme quelque chose, comme un voile qui s'étend. Mais dans un espace à 5 dimensions, d'abord, qu'est-ce qui nous dit que l'espace n'a que 5 dimensions? Non, mais on a bien parlé d'expansion. Oui, on a parlé d'expansion. Alors, on a parlé d'expansion parce que, justement, on a parlé d'expansion parce qu'on n'avait peut-être pas d'autres mots pour le qualifier autrement. On n'est pas sûr qu'il s'agisse d'expansion. Dans un monde dans lequel le nombre d'espaces, le nombre de dimensions spatiales serait infini, le terme d'expansion n'a plus aucun sens. Et à ce moment-là, nous serions effectivement une projection d'un monde de dimension infinie, une projection dans un sous-espace à 3 dimensions, dans lequel le terme d'expansion aurait encore un sens, mais dans un espace à nombre de dimensions infinies, l'expansion n'a plus aucun sens. D'ailleurs, la matière n'en a plus non plus et tout le reste n'en a plus non plus. La seule chose qui conserve encore un sens, c'est la conscience. Mais là, on est sorti, exit la physique et bonjour la métaphysique. Et la 5e dimension n'est pas forcément en expansion elle-même. Elle peut être même en récession, ce qui explique l'expansion dans les 3 autres. Tout dépend après le volume initial. Est-ce qu'il y a un volume fini ou un volume infini? Vous voyez, toutes les questions que ça peut poser, ça peut soulever plein de choses. Oui, l'expansion, c'est quand même simplement une observation. Une observation, les distances augmentent et on observe cela. Après, on peut tout supposer. Mais pour l'instant, on est dans un accroissement des distances. Pour l'instant, on est dans un nombre d'observations de phénomènes qui nous amènent à penser que l'univers est en expansion accélérée, notamment l'histoire du rayonnement des supernovas de type A et B. Oui, je suis d'accord. Mais d'une part, la contestation par rapport à cette expansion accélérée n'a toujours pas cessé. Il y a toujours des gens qui disent qu'il y a des erreurs à ce niveau-là, mais admettons que ce soit vrai. Admettons qu'on soit vraiment dans un monde en expansion accélérée. Si on est bien dans un monde en expansion accélérée, il y a 2 possibilités. Soit on est en expansion accélérée et le vide est bien dans une énergie moyenne de niveau 0 qui est croissante, ce qui explique l'expansion accélérée. Et à ce moment-là, il faut bien, ce que vous disiez, c'est que cette énergie vienne de quelque part, mais elle peut venir de cette 4e, 5e ou 1e dimension que l'on commence à concevoir au jour d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, ça pourrait être simplement un problème de vase communicant entre les dimensions elles-mêmes. Mais ça pourrait être aussi autre chose, parce que cette substance, Einstein la définit elle-même comme devant être nécessairement sans structure. On n'a aucune expérience d'une substance sans structure. L'eau, les fluides, tout ça, c'est composé d'atomes, de molécules. Mais une substance sans structure, qu'est-ce que c'est? Et de plus est, c'est que si on devait être logique,
Cette substance devrait être une substance d'action, pas d'énergie, mais d'action. Qu'est-ce que c'est qu'une substance d'action? Vous connaissez des liquides d'action? Moi, je n'en connais pas. Puis un liquide sans structure, c'est quoi un liquide sans structure? Quelles sont les lois physiques auxquelles il obéit? Personne n'en sait rien. Quelque chose sans structure, c'est quelque chose de totalement inconnu. S'il est sans structure, a priori, la physique telle qu'on la conçoit ne s'applique pas. S'il n'a pas de structure, on ne peut pas lui appliquer des lois de la physique, parce que les lois de la physique nécessitent des structures. S'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'interaction. S'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de loi de la physique. Donc, en expansion, certes, c'est ce que l'on constate, on va dire, ce que l'on observe, mais est-ce qu'on est bien sûr de ce que l'on observe? Ce que l'on appelle expansion, qui est dans notre logique d'objets matériels ayant une structure, se traduit bien par le mot expansion, et bien le mot approprié pour quelque chose de sans structure. Rien n'est moins sûr. Peut-être, peut-être pas. La physique de quelque chose sans structure, on n'en a aucune idée. Aucune loi actuellement, ni mathématique, ni physique, ni quoi que ce soit, ne peut s'appliquer à une substance sans structure, à structurer. Donc, on est en train de toucher quelque chose dont on n'a aucune expérience et aucune idée. Alors là, pour le coup, ça dépasse complètement notre intellect. On est complètement out. Mais on va être amené à passer par là, parce que pour le coup, les relativistes et les mécaniciens, les quanticiens, sont d'accord sur la question. Ça, il faut le prendre en compte. D'accord. Il faut le prendre en compte, mais la première déclaration de ça, c'était en 1920 par Einstein et 1930, à peu près 29-30, pour les gens de la mécanique quantique. Et depuis, on n'a fait aucun progrès parce que personne n'a la moindre idée sur la question. Parce qu'il n'y a aucune loi physique qui peut s'appliquer à ça. Personne ne sait comment prendre, par quel bout prendre ce problème-là. Ben, sans structure physique, oui, mais sans structure physique, c'est-à-dire sans structure mesurable. Einstein a déclaré dans le texte de la conférence que j'ai de 1920, je pourrais même, je l'ai scanné, donc je pourrais vous le transmettre, ça fait une trentaine de pages à peu près. C'est un texte de 1920 dans lequel il explique que l'espace-temps doit être sans structure et qu'étant sans structure, il échappe complètement à toutes les lois que l'on connaît actuellement. On ne peut pas le décrire, mais on est obligé de passer par là parce que pour qu'il soit inerte en apparence, en l'absence de tout phénomène tel que quand il y a des planètes qui tournent, il ne bouge pas, le vide ne bouge pas, il faut qu'il soit sans structure parce qu'il faut absolument que l'on ne puisse pas mesurer sa vitesse. C'est toutes les expériences du 19e siècle qui sont conclues par celles de Michelson et Morley en 1885 qui ont montré qu'on n'y arrivait pas. Et d'autre part, il faut que ce qu'on appelle les transformations de Lorentz soient valables. Or, pour que les transformations de Lorentz soient valables sur un milieu substantiel, il faut qu'il soit d'énergie moyenne nulle et qu'il soit formé d'aucune partie. Donc, qu'il soit sans structure. Et pour qu'il soit sans structure et d'énergie moyenne nulle, alors d'énergie moyenne nulle, on peut dire oui, on le prend comme référence égale à 0, donc ça va, c'est bon. Ça, OK. Mais sans structure, on n'a pas d'expérience. Pour nous, ça n'existe pas. Quelque chose sans structure, ça n'existe pas. Pour nous, sans structure, c'est le néant. Sauf la conscience. Exact. Sauf la conscience. Mais la conscience, qui est capable de donner une définition de la conscience? Qui est capable de dire ce qu'est l'esprit humain? Qui est capable de dire pourquoi est-on capable d'élaborer, de créer? Le processus de création, il a quelque chose à voir avec la physique? Je ne pense pas. Réfléchis sur la conscience
conscience, l'espèce de cinquième dimension, j'appelle ainsi comme ça parce que je vois que les autres termes, les autres catégories qui sont là, vie, espace, temps et matière, seront toujours le champ seul des scientifiques, oui. Mais là, il faudrait absolument que cette intelligence s'intéresse à la conscience elle-même, le processus de la conscience. Comme vous l'avez très bien dit, un enfant qui naît, de quoi a-t-il besoin? Ouais, ça. Il y a même, je crois, des expériences qui disent que l'enfant dans le ventre de sa mère pourrait avoir un début de conscience. Oui, on dit que un enfant dans le ventre de sa mère est sensible à la musique, il est sensible au son, il est sensible quand on lui parle. Mais qu'est-ce qu'il pense, cet enfant? À partir du moment où on définit qu'il est en vie, donc, et déjà, c'est un gros problème parce que définir le seuil de l'apparition de la vie ou pas de la vie, ou reste encore de la matière, ou pas, déjà, à mon avis, c'est quasiment impossible à définir, mais qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que pense un enfant ou un être vivant? Qu'est-ce que pense un être vivant qui n'a pas encore été soumis aux interactions du monde extérieur? Quelle est la conscience d'un être vierge de toute interaction avec cette vaste illusion qui nous entoure? Enfin, ce n'est pas une illusion, c'est une réalité, mais une réalité qui nous ment sans arrêt. Oui? Il pense à son moi profond. Les explorations actuelles de trajectoire de pensée dans le cerveau sont d'une infinie complexité. On n'est même pas au début d'une idée de la conscience, puisque déjà la moindre perception de quelque chose vous met devant un grillage d'échanges entre les neurones qui sont absolument exceptionnels. On a commencé très longtemps avant chez des étudiants américains en leur montrant des images porno parce que l'occiput avec la vue permettait d'analyser très facilement les lobes occipitaux qui sont bien entendu implantés là-dedans. Et à l'époque, on ne prenait que on n'avait pas des systèmes qui font maintenant accordéon et des livres sur des longueurs extraordinaires, ce qui se passe en un millionième de seconde. Mais actuellement, on s'aperçoit que ce n'est pas simple. Les allers-retours avec la vue et ensuite les échanges avec les herlindiques, les exercices-là, c'est une complexité étonnante. Donc, parler de conscience, je ne sais pas quand on y arrivera. Alors, mais pour l'instant, il faudra des outils mathématiques étonnants pour analyser effectivement et comparativement d'une action visuelle, une action de surdité, une action d'odorat, etc., de voir les liens, les non-liens et les relations exceptionnelles. Je vais prendre un exemple pour rejoindre ce que vous venez de dire. Je vais reprendre simplement un exemple. L'être humain observe des couleurs. On colorie le monde. Mais le monde n'est pas en couleur. La couleur est une création du vivant, je dirais pas de l'homme, parce qu'il n'y a pas que l'homme, mais les couleurs gérées par les différentes espèces vivantes sont très différentes les unes des autres. Par exemple, si vous étiez un aigle, vous attribueriez une couleur, on va dire rouge, parce que ce n'est pas vraiment rouge, mais ça ressemble à ça, à tout objet rampant qui se déplace. Si vous êtes immobile, vous avez une couleur indéfinie. Si vous courez dans l'herbe, vous êtes rouge. Donc, vous êtes repérable très facilement. Vous êtes une proie. Mais nous, pourquoi voit-on des couleurs? C'est simplement par paresse du cerveau. C'est pour faciliter le travail d'analyse du cerveau, pour permettre de classifier, de reconnaître les objets par nature, parce que c'est beaucoup plus simple. On voit les couleurs, mais si vous preniez toutes les personnes qui sont là dans la salle et qu'on faisait une analyse de la façon dont vous voyez les couleurs,
nous serions tous différents les uns des autres. Moi, je sais que, par exemple, j'ai un problème entre les jaunes et les beiges. Bon, jaune et beige, pour moi, c'est presque pareil. Mais par contre, je vois beaucoup mieux d'autres couleurs que d'autres personnes. Et chacun d'entre vous aura son interprétation des couleurs très différente. Ce qui fait que, quelquefois, quand on voit des personnes dont elles sont habillées, on se dit, ouf, bon. Mais après tout, c'est une question de perception personnelle. Et c'est bien logique, nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents physiquement, nous sommes tous différents par nos modes perceptifs, on a tous des perceptions différentes, et notre esprit, notre conscience est différente. Nous analysons des phénomènes, des choses, des dires, des paroles différemment les uns des autres. De par quoi? Simplement par notre histoire depuis notre naissance, parce qu'on a été mis en relation, on a mis en interaction avec des phénomènes différents, avec des parents différents, des êtres différents, des situations différentes. Donc, on a des histoires différentes, on s'est construit différemment. Maintenant, étant tous à l'initial, au début, et c'est ça qui serait intéressant, donc quand on est bébé, qu'on n'a pas eu d'interaction, est-ce qu'on serait tous identiques? Je ne pense pas. Je n'ai pas été, j'aimerais bien être, mais je ne pense pas. Je pense qu'on est forcément des esprits, des consciences différentes. Et c'est ça d'ailleurs qui fait la beauté du vivant, c'est que tous les êtres vivants sont différents. Vous prenez deux animaux, vous prenez deux chats, deux chiens différents, ou deux chiens de la même race, ou deux chats de la même race exactement, voire de la même portée, mais quand ils sont nés, ils vont avoir des caractères différents, vont se comporter de façon différente derrière, et c'est bien normal. Et pour montrer la dimension de vos histoires entre le beige et le jaune, les greffes extraordinaires de rétine qui ont été faites, qui ont rendu un début de vie sous forme d'un gris, un camailleux de gris avec une dimension qui permet maintenant à certaines personnes qui ont des maladies génétiques d'atrophie rétinienne d'avoir un début de vue, c'est-à-dire qu'ils voient l'ombre d'un poteau, ils voient la silhouette d'une personne devant eux. Mais on n'arrive pas actuellement à transmettre les couleurs. Non, c'est normal. C'est normal. Et alors, le problème de l'aigle dont vous parlez, c'est qu'actuellement, les physiologistes sont en train d'essayer de travailler, de voir sur les cellules rétiniennes de l'homme et des animaux, quelles sont les particularités de ces cellules qui permettent de retenir telle longueur d'onde et pas telle autre. Voilà où on en est. Ça s'appelle l'évolution, ça. Ça s'appelle l'évolution, parce qu'il ne faut pas oublier que l'œil humain n'est qu'un appendice qui a été acquis par transfert du monde végétal sur le monde animal. Donc, mais c'est extraordinaire, oui, tout à fait, mais ô combien différent d'un individu à un autre. Voilà, donc pour conclure tout ce qu'on a vu là aujourd'hui, c'est le monde est open. Simplement, il faut avoir l'esprit le plus ouvert possible et ne pas se laisser conduire par des fous. Comme il y en a actuellement, on en voit quelques-uns. Oui, mais là, je pense que la conscience, elle subit quelques problèmes parce qu'il y a quelques personnes dont on peut se douter s'ils ont une réelle conscience. Mais bon, voilà. Donc, ce sera tout pour cette année. L'année prochaine, on part sur un axe différent qui sera suivi l'année suivante par un autre axe qui sera le complément. L'année prochaine, on va parler des erreurs. Et je voudrais vous montrer qu'on ne peut pas construire sans erreur. Que les gens qui disent « moi, je ne me suis jamais trompé », je ne dirais pas que ce sont des imbéciles, mais ce sont des gens qui n'ont pas réfléchi à la question, qui n'ont rien trouvé. On ne peut trouver que si on se trompe. Et il faut savoir reconnaître ces erreurs, et c'est l'histoire de quelques erreurs. On va prendre quelques erreurs bien connues dans le domaine scientifique, bien sûr. On va prendre quelques erreurs pour montrer comment, à partir de ces erreurs, on a pu effectivement progresser, voire même conduire à des révolutions de pensée complètes. Et après, l'année suivante, on parlera des processus de création scientifique, et là, on verra que c'est autre chose. Voilà. Eh bien, très bonnes vacances à tout le monde.